Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai plusieurs choses à vous dire en fin d'épisode, donc pour ceux que ça intéresse, restez bien jusqu'à la fin. J'ai fait déjà 3 vidéos sur les rêves lucides, mais il est vrai que je n'ai jamais parlé de rêves tout court, et vu le nombre de personnes qui m'ont demandé une vidéo sur le sujet, je suis sûr que cette vidéo pourra vous intéresser. Donc on va commencer cette vidéo en définissant ce qu'est un rêve. Le mot rêve peut avoir un sens très général, ça peut être un idéal, ça peut être un songe éveillé, ça peut être un but qu'on s'est donné, mais pour cette vidéo on va définir un rêve de la façon suivante. Un rêve est l'ensemble des hallucinations ainsi que les émotions qui leur sont attachées, dont on peut faire l'expérience pendant notre sommeil. C'est ce genre de rêve dont on va parler aujourd'hui. Ces hallucinations visuelles et sonores sont accompagnées de délire, c'est-à-dire qu'on pense que les hallucinations sont vraies pendant qu'on est en train de les vivre, et sont aussi accompagnées d'amnésie. Donc si on avait au moins l'un de ces symptômes durant notre vie éveillée, ça serait déjà une bonne raison pour aller consulter le psy. On a tendance à mal se rappeler de nos rêves, et ceux qui nous restent le matin sont généralement les dernières bribes de rêves qu'on a produits avant de se réveiller. Étant donné qu'on va parler de rêve, je vais devoir très rapidement vous reparler d'un cycle normal de sommeil. Quand on s'endort, on tombe rapidement d'un sommeil lent à un sommeil plus profond. Puis notre sommeil devient de plus en plus léger jusqu'à atteindre le sommeil paradoxal. C'est le premier cycle de sommeil. Ce cycle se répète 4 ou 5 fois pendant la nuit et les périodes de sommeil paradoxal deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Si on réveille quelqu'un pendant son premier cycle de sommeil profond, 20% des gens déclarent avoir été en train de rêver. Si on les réveille pendant leur deuxième cycle de sommeil profond, entre 40 et 70% des gens déclarent avoir été en train de rêver. Par contre, si on les réveille en plein sommeil paradoxal, entre 80 et 95% des gens déclarent avoir été éveillés en plein rêve. De plus, si on demande à ces gens de décrire leurs rêves, ceux réveillés pendant leur sommeil profond décrivent des rêves s'apparentant à leur vie éveillée. Mais par contre, si on les réveille pendant la période de sommeil paradoxal, ils décrivent des rêves bizarres et illogiques. On peut donc tirer la conclusion qu'on peut rêver toute la nuit, mais que seuls les rêves faits en période de sommeil paradoxal sont les rêves dont on fait généralement référence quand on parle de rêve. Il a existé un nombre quasi incalculable de théories essayant d'expliquer la raison pour laquelle on rêve, mais aucune n'a jamais fait l'unanimité. La question de pourquoi on rêve est quasiment constamment attachée à la question de l'interprétation de ces rêves, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'établi. Peut-être que ça n'a rien à voir. Donc détends-toi et ferme les yeux parce qu'aujourd'hui nous allons regarder le top 5 des théories cherchant à expliquer le phénomène des rêves. Donc vous imaginez bien qu'avec un phénomène aussi commun que les rêves, je dois faire le tri entre beaucoup de théories. Et j'ai donc décidé de vous parler des théories influentes dans notre histoire. Numéro 5, l'interprétation des rêves en Égypte ancienne. On va commencer nos recherches en Égypte avec leur livre des rêves qui date d'entre 1250 et 1100 avant JC. Sur ce papyrus est notée l'interprétation de plus de 100 rêves contenant 78 activités ou émotions. Ces rêves sont censés pouvoir prédire les événements futurs et sont divisés en bons et mauvais présages. Donc selon ce papyrus, si pendant un rêve un homme voit son pénis en érection, ça voudrait dire que ses ennemis remporteront la victoire. C'est un mauvais présage. Par contre, si vous rêvez que vous mangez de la chair d'un crocodile, c'est un bon présage, ça veut dire que vous allez devenir quelqu'un d'important dans la vie de votre village. Donc personnellement, je sais pas trop, j'ai jamais rêvé que je mangeais du crocodile, mais je suis pas non plus important dans mon village, donc... On parlait aussi d'interprétation des rêves dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse, Joseph interprète un rêve du pharaon et peut ainsi prédire une famine de 7 ans. Certains Égyptiens voyaient les rêves comme des messages des dieux pouvant prédire le futur s'ils étaient interprétés correctement. Numéro 4, les rêves selon Freud. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Freud est considéré aujourd'hui comme le père de la psychanalyse, et il s'est justement aussi beaucoup penché sur le problème des rêves. Son livre « L'interprétation des rêves » est un des ouvrages qui a eu le plus d'influence sur notre façon de voir les rêves aujourd'hui. Freud aimait beaucoup les rêves parce qu'il était persuadé que nos rêves sont l'expression de nos envies et de nos désirs refoulés. Sa théorie est que notre cerveau va nous exprimer nos désirs sous forme de métaphores pour éviter de nous confronter à une réalité qui serait peut-être trop dure à accepter. Selon Freud, notre cerveau créait ce qu'il appelle des mécanismes de défense pour nous dire ce qu'il a à nous dire de façon indirecte. Donc voilà quelques-uns de ces systèmes de défense principaux selon Freud. Donc le déplacement, c'est quand un désir pour quelqu'un ou quelque chose est représenté par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Par exemple, dans la vie éveillée, j'ai envie de gifler mon patron. Dans les rêves, ça pourrait être représenté par le fait que vous allez crever du zombie. Ensuite, il y a la projection qui se passe quand nos propres désirs sont projetés sur quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous n'aimez pas quelqu'un mais que vous avez un peu honte de ce sentiment, en rêve, la situation pourrait s'inverser. C'est-à-dire que ça sera la personne en question qui ne vous aimera pas. La condensation est le fait de cacher des désirs menaçants en les minimisant ou en les combinant avec d'autres désirs.
La symbolisation qui est le fait que des objets neutres représentent des aspects menaçants ou dérangeants de notre vie. Et si vous avez déjà entendu parler de Freud, vous savez que ces aspects menaçants ou dérangeants étaient très souvent sexuels. Par exemple, pour Freud, rêver d'une banane pourrait potentiellement revenir à rêver d'un gros pénis, ou rêver de se faire poignarder pourrait potentiellement résulter d'une peur de l'acte sexuel. Donc je n'ai personnellement pas beaucoup creusé l'interprétation freudienne des rêves, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a énormément de références au cul dans son travail. La symbolisation nous permettrait d'assouvir des envies et des désirs refoulés tout en étant protégés par des symboles. Donc je n'ai personnellement jamais trop adhéré aux vues de Freud sur le sujet, le problème étant qu'il n'y a absolument aucun moyen de savoir si c'est vrai ou faux. Donc Freud va te donner son interprétation et si t'es pas content c'est normal, c'est ce qu'il appelle le moi qui refuse la vraie vérité, donnée par Freud. Numéro 3, les rêves selon Jung. Jung a aussi beaucoup pensé aux rêves pendant toute sa vie. Alors que Freud et Jung développaient une amitié qui influençait leurs travaux respectifs, ils finirent par être en désaccord sur pas mal de points fondamentaux. Jung pensait que la théorie de Freud sur les rêves était incomplète, bien trop pessimiste et bien trop portée sur le cul. Pour Jung, alors qu'il existe des symboles propres à certaines cultures qui représentent généralement la même chose chez tous les membres d'une culture donnée, seul l'auteur des rêves est l'autorité suprême pour interpréter ses propres rêves. Je cite Jung, « Il est tout à fait stupide de croire qu'il existe des guides préfabriqués et systématiques pour interpréter les rêves, comme si on pouvait acheter tout simplement un ouvrage à consulter et y trouver la traduction d'un symbole donné. Aucun symbole apparaissant dans un rêve ne peut être abstrait de l'esprit individuel qui le rêve, et il n'y a pas d'interprétation déterminée et directe des rêves. La façon dont l'inconscient complète ou compense la conscience varie tellement d'un individu à l'autre qu'il est impossible d'établir dans quelle mesure on peut classifier les rêves et leurs symboles. Donc pour Jung, manger du crocodile veut peut-être dire qu'un habitant de l'Égypte ancienne sentait sa situation au sein du village s'améliorer, mais ça aura très certainement une signification différente pour moi aujourd'hui. Jung était partisan de dire que les rêves révèlent des choses plutôt que de les cacher, et il disait aussi que les rêves n'avaient pas forcément besoin d'être interprétés pour remplir leur fonction. Pour résumer, la vue de Jung sur l'interprétation des rêves est que vous seul pouvez vraiment savoir ce qui se cache derrière vos propres rêves. Numéro 2, les rêves selon John Alan Hobson et Robert McCarley. En décembre 1997, John Hobson et Robert McCarley publient un article attaquant la question des rêves sous un autre angle. Au lieu de prendre le problème sous l'angle de l'interprétation des rêves, ils basent leur théorie sur l'observation des connexions chimiques et électriques dans le cerveau pendant les rêves. Ils mettent donc complètement de côté la question du sens des rêves et décrivent simplement ce qu'ils peuvent observer. La nouvelle théorie qui émerge de ces observations est nommée le modèle activation-synthèse et avance que les rêves ne sont que le résultat de l'activation aléatoire de nos neurones dans notre cerveau. Et parce que nos neurones sont activés, ça va résulter en hallucinations durant notre sommeil. Cette théorie fait des vagues parce qu'elle va directement à l'encontre de la sainte parole de Freud. Pour Hobson et McCarley, les rêves n'ont pas forcément de sens précis, étant donné que l'activation des neurones paraît aléatoire. Ils annoncent donc se sentir plus proches des théories de Jung, disant que les rêves sont transparents et qu'ils n'ont pas de sens caché particulier. Les 5 procédures créant notre expérience des rêves durant le sommeil paradoxal sont les suivantes. Premièrement, l'activation automatique de certains neurones dans notre cerveau. Deuxièmement, un blocage des stimuli externes, c'est-à-dire que tous nos sens seront mis en sourdine le temps de notre sommeil. Troisièmement, en l'absence de stimuli externes, le cerveau produit ses propres stimuli pour rester actif. Quatrièmement, le blocage moteur, c'est-à-dire que notre cerveau nous empêche de réagir physiquement à nos hallucinations de rêve en nous empêchant de bouger nos muscles. Et finalement, la démodulation, qui est le fait de ne plus avoir de filtre logique qui nous permet de comprendre que notre expérience est vraiment chelou comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Ces recherches me semblent très intéressantes pour répondre aux questions comment et quand nous rêvons, mais rejettent la question du pourquoi nous rêvons en disant simplement qu'il n'y a pas de raison plus profonde que les mécanismes automatiques de notre organisme. Donc je ne suis personnellement pas fan de cette théorie non plus, j'ai l'impression que ça reviendrait à dire que penser est le résultat des interactions physiques de notre corps et n'a aucun sens en soi. C'est quelque chose de possible, mais là il va me falloir des preuves solides. Numéro 1, les rêves selon Ernest Hartmann. Ernest Hartmann, un professeur de psychiatrie et directeur du centre des troubles du sommeil à l'hôpital de Newton-Wellesley à Boston, est cependant persuadé que les rêves ont bien une fonction, tout en admettant qu'on ne la comprend que mal aujourd'hui. Il met cependant en avant que les émotions vécues pendant la journée, spécialement les émotions négatives fortes, se retrouvent dans les rêves. Par exemple, si vous avez récemment vécu un événement traumatisant comme un risque de noyade, une attaque ou autre, cette émotion sera dominante dans vos rêves. Mais elle ne sera pas forcément traduite de la même façon. C'est-à-dire que vous pourriez rêver d'être piégé dans un bâtiment en feu par exemple. La situation sera différente, mais l'émotion sera la même.
Hartman s'appuie sur les recherches dans ce secteur pour avancer que l'intensité des hallucinations pendant le sommeil paradoxal semble avoir un impact direct sur le niveau d'émotion ressenti par la personne. Ces recherches s'appuient sur l'étude des rêves d'un grand nombre de personnes ayant vécu des événements traumatisants. Il explique que les premiers rêves de ces personnes seront une représentation basée sur l'émotion vécue pendant le traumatisme. Donc encore une fois, dans le cas d'un traumatisme lié à une noyade, la personne pourra ensuite rêver d'une mort imminente sous forme d'incendie par exemple, et fera aussi des rêves directement liés à la noyade. Pendant les semaines suivantes par contre, il a pu noter que les rêves feront graduellement un lien entre le feu, l'eau et différents contextes traumatisants vécus dans le passé, avant de finalement revenir petit à petit sur des rêves plus communs pour la personne. Hartman théorise que le fait que toutes ces connexions soient faites estompe petit à petit notre réaction émotionnelle face à cet événement. Le traumatisme ayant été connecté et mis en relation avec un grand nombre de souvenirs moins émotionnels, il finira par devenir moins unique et moins extrême, ce qui nous permettra finalement de réagir de façon moins émotionnelle si nous nous trouvons confrontés à une situation similaire dans le futur. Encore une fois, il faut garder en tête que chaque point de ce top sont des théories qui n'ont absolument pas été prouvées scientifiquement à ce jour, et vous pourrez trouver les liens vers toutes ces théories dans la description de cette vidéo pour vous faire une idée par vous-même. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc j'ai 4 ou 5 petites choses à vous dire très rapidement avant de finir cette vidéo. Premièrement, Alex de la troupe du Spleen Théâtre m'a contacté pour me demander de parler d'un projet très intéressant qu'ils essayent de mettre sur pied. Ils cherchent à adapter l'allégorie de la caverne de Platon au théâtre, mais en faisant un gros parallèle avec le contrôle des biens et de l'information dans notre société. Ce genre de projet culturel me plaît beaucoup, donc j'ai accepté de faire passer le message. Je vais vous mettre un lien vers leur site et vers la page du projet dans la description. Vous pourrez les soutenir si le projet vous intéresse. Un autre truc que j'avais à vous dire, c'est que la semaine dernière, je me suis fait interviewer par Vic. Donc si vous voulez nous entendre discuter de rêves, d'hypnose, de Walking Dead et autres pendant 1 heure, vous trouverez aussi un lien dans la description. J'aimerais aussi vous dire que la vidéo exclusive pour les tipeurs vient d'être postée, chose que je devais faire depuis l'année dernière, mais bon, maintenant c'est fait. Je tiens aussi à remercier par la même occasion tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, avec un grand merci à Asylum pour son don aussi généreux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous ceux que vous connaissez qui sont intéressés dans les rêves. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez un bon coup sur le pouce bleu, croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant ici, et si vous cliquez ici et ici, vous serez assuré de ne plus jamais louper un épisode du top 5. La semaine prochaine, j'aimerais vraiment pouvoir faire une collab avec Hygiène Mentale, qui est devenue l'une de mes chaînes préférées du YouTube français depuis que je l'ai découvert. Donc allez lui lâcher des coms sur sa chaîne pour le motiver si vous voulez que ça arrive. Et profitez-en pour regarder toutes ces vidéos, on en a tous besoin. Donc je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous remercie d'être là encore une fois. Salut!